Bienvenue à ce 5e épisode de Par la bande. Raymond Poirier au micro, toujours ici dans le cadre du 34e Festival Québec BD à la Maison de la littérature. Et on est ici pour vous parler polar, pour vous parler enquête, parce que oui, c'est la thématique de cette 5e émission. Une émission qui s'est construite autour du livre Les enquêtes de Scooby-Doo de Caton aux éditions Pow Pow. Et une émission dans laquelle on explorera ce livre-là, on explorera d'autres ouvrages de Caton également. Et tout ça au contact de différents invités, notamment Michel Viault et Sandra Dumais. Alors, pour commencer, Caton, bonjour. Allô. Alors, on va mettre en place un peu les bases. Dans ton cas, quand on parle de polar, quand on parle d'enquête, ça prend aussi un détour vers le pastiche, que ce soit pour Scooby-Doo, que ce soit pour les ananas de la colère également. D'où vient peut-être un peu ce goût d'un côté du polar et de l'autre du pastiche, justement? Je pense que ça vient de plusieurs endroits pour moi. Je pense que ça vient d'abord des choses que moi-même je consomme, comme en termes de littérature ou de cinéma. J'ai l'impression que ça vient beaucoup du fait que depuis que je suis tout petite, je lis les vieux livres de Agatha Christie qui est dans le sous-sol de chez mes parents. Il y a quelques années, j'ai écouté vraiment beaucoup de Columbo de suite. C'était comme une obsession. Ça m'a comme vraiment inspirée. Comme tous ces codes-là, j'ai l'impression que là, j'arrive à en nommer certains, mais je pense qu'il y en a beaucoup que, sans le vouloir, on absorbe toutes sortes de choses, puis après ça, on garde ces genres de clichés-là à l'intérieur de nous, puis j'ai l'impression que c'est ça part de toutes ces choses-là. Ça devient comme du matériel là, pour la création après, pour moi. Et nécessairement, il y a un goût de l'absurde, un goût de l'humour qui vient embarquer un peu là-dessus, parce que ça aussi, c'est un autre élément qui est quand même assez présent dans ta création. Oui, c'est ça. J'arrive pas vraiment à l'expliquer, mais j'ai l'impression que même dans le matériel original, comme ça, par exemple, les Agatha Christie, c'est un peu dur, c'est ça, à mettre en mots pour moi, mais il y a pour moi déjà des éléments humoristiques là-dedans sans que ça soit vraiment voulu, comme par exemple, les Agatha Christie, je trouve tellement... les éditions dans le sous-sol de chez mes parents sont en français, sont traduites. Fait que il y a quelque chose dans la traduction, je sais pas, que c'est comme super maniéré, ça paraît que c'est super daté, puis il y a des descriptions vraiment comme, je sais pas, maniérées des personnages, puis juste en lisant ça, c'est ça, je trouve ça déjà tellement humoristique, ou le fait de reconnaître pour moi certains codes, certains clichés, puis des attentes tellement impatiemment. Puis là, quand ils arrivent, ils sont tout le temps comme un peu différents. Tu sais, je sais pas, je pense à des Columbo, où est-ce que particulièrement, il y a comme, je sais pas, c'est ça, des genres de running gags sur la personnalité de Columbo, puis qu'est-ce qu'il va faire. Puis le fait que ça revienne constamment, tu sais, c'est drôle en soi, mais je sais pas, pour moi, il y a comme un autre... C'est comme si ça touche à une espèce de kitsch que je trouve extrêmement divertissant, que j'essaie de venir remettre un petit peu, je pense, dans mes livres après. Et après ça, dans le fond, on se dit, OK, il y a un kitsch qui est divertissant, et si on y rajoute une couche de kitsch avec les ananas de la colère, ou tu y vas avec le kitsch polar et le kitsch hawaïen, voir un peu comment la sauce peut prendre. Donc là, on se donne dans le fond un cadre où on offre un récit qui pourrait être un polar classique, mais avec justement le côté pastiche qui est très présent, avec l'ambiance hawaïenne qui s'ajoute un peu. Donc, on prend quelque chose de classique qu'on amène un peu ailleurs, tout en respectant le côté classique, dans le fond. Oui, c'est ça. Puis j'ai l'impression que c'est mélangé aussi avec, dans le cas de Scooby-Doo, mais surtout, je pense, les ananas de la colère, aussi comme des clichés de culture québécoise un peu, tu sais, je sais pas, c'est mélangé avec le fait que c'est une petite ambiance hawaïenne, mais ça se passe dans la ville de Trois-Rivières, donc comme ce mélange-là c'est ça, la culture américaine super quétaine qu'on connaît, mais comment elle s'est rendue au Québec après, puis à quel point comme ça devient, j'ai l'impression, encore plus quétaine, le fait que c'est comme à Trois-Rivières, mettons. C'est comme un mélange de ces trois éléments-là pour moi. Là. Oui, puis on n'a pas le choix d'acheter d'entrée de jeu, dans le fond, le côté un peu absurde, le côté humoristique, peu importe où le récit va nous amener par après, parce qu'il est cadré dès le départ aussi. On donne le ton avec ce décor-là à l'ensemble du développement de l'album. Oui, puis j'ai l'impression que ça fait que, c'est ça, c'est un album... C'est des albums finalement vraiment référentiels, j'ai l'impression, dans le sens que si... Des fois, j'ai un peu peur que si on connaît pas certaines bases, certaines références, il y a des blagues qu'on pourra pas comprendre, des situations qui vont, pas être... pas que ça va être incompréhensible, mais qu'il va y avoir comme des éléments qui vont comme passer au-dessus de la tête. Mais le fait que ça soit mélangé, j'ai l'impression, avec la culture québécoise, il y a quand même... C'est ça, j'ai l'impression de faire quand même attention à ce que même si on n'a pas tous les références, ça reste comme une histoire intéressante à lire. Là. Et évidemment, là, on parle un peu plus des ananas de la colère. Et quand on compare avec Scooby-Doo, dans le fond, le côté pastiche qui est présent
dans Les Ananas est omniprésent dans Scooby-Doo, où tu pousses le pastiche à l'extrême, à l'absurde, et où tu t'amuses, dans le fond, avec des non-situations, avec des non-enquêtes, où, dans le fond, c'est un polar, mais à la fois un polar de l'absence aussi, d'une certaine façon. Oui, c'est ça. Les Ananas de la colère, c'était vraiment comme une enquête assez classique. Tu sais, il y a de l'humour absurde, mais c'était vraiment comme, je me suis assise, j'ai comme fait vraiment un genre de scénario, tu sais, en post-it de comme quel personnage fait quoi, c'est quoi l'intrigue, pendant ce temps-là, tel autre personnage fait quoi. Après ça, il y a, tu sais, des clichés comme, je voulais vraiment que ce soit comme une enquête qui se ficelle complètement à la fin, puis il y a vraiment, à la fin, comme une scène où est-ce que, je sais pas, le méchant explique tout ce qu'il a fait, où est-ce qu'il était à tel moment, comment le crime s'est déroulé exactement. Fait que c'est ça, c'était comme le défi pour moi à ce moment-là de monter ça puis de me prouver aussi que j'étais capable de faire ça. Puis une fois que ça c'était fait, j'ai l'impression que Scooby-Doo, c'était vraiment plus comme prendre, je sais pas, dans ma tête, je vois ça un peu comme épurer cette idée-là de travailler les codes puis les clichés de la culture populaire. Comme chaque histoire, j'ai l'impression que je faisais juste noter comme des éléments comme... par exemple, c'est ça, c'est divisé en épisodes, Scooby-Doo. Le premier, c'est... ça se passe dans une mine abandonnée. Il y a le prospecteur qui appelle Sammy, le détective, pour dire qu'il y a un baril abandonné, un baril mystérieux dans la mine abandonnée. Puis, pour moi, c'était juste comme, OK, faire une histoire avec... Il y a toujours un prospecteur dans des Scooby-Doo, dans des histoires. Il y a toujours ce personnage-là du prospecteur. Là, cette enquête-là, c'est ça, une intrigue qui fait pas vraiment de sens, un baril, comme c'est vraiment insignifiant, je vais mettre ça là. Puis le fait que je me rappelais d'un détail, c'est ça, en fait, dans Scooby-Doo, je me rappelle pas beaucoup de choses parce que je l'ai pas souvent écouté, en vérité, mais je me rappelais qu'il y avait toujours un moment où est-ce que le méchant est là, il est tenu prisonnier, puis là, on lui enlève un masque, puis là, on sait c'est qui. Puis c'est ça, fait que là, j'ai fait un épisode avec ces éléments-là. J'ai l'impression que finalement, tous les autres épisodes aussi, c'était vraiment un genre de casse-tête, de faire une liste de c'était quoi ces éléments-là, ces clichés-là que je voulais aborder. Puis après ça, faire une genre de non-histoire avec, juste pour comme, c'est ça, un peu comme décaler ces codes-là. Oui, puis dès le départ, encore là, où on établit que Sammy, l'enquêteur, est un peu bénin, un peu déconnecté, que son chien Scooby-Doo, ben, c'est un chien, c'est pas le chien parlant, c'est le chien normal qui vit sa vie de chien. Donc, encore là, déjà, on met les bases très clairement dès le départ sur la nature de l'absurde qu'on va découvrir dans l'album. Mm-hmm, c'est ça. Puis, on sait pas trop aussi c'est ça, c'est pas non plus genre si... Je sais pas comment dire, c'est humoristique, mais il y a aussi un élément un peu déprimant, j'ai l'impression, parce que justement, comme le personnage n'a pas l'air de se rendre compte que c'est pas très intéressant qu'est-ce qu'il vit, ou on n'est pas sûr si comme il s'en rend vraiment pas compte, ou il est vraiment dans le déni, puis il trouve que sa vie est vraiment épouvantable puis plate. Fait qu'il y a cet élément-là aussi avec lequel j'aimais bien jouer là, dans la bande dessinée. Et on va explorer tout ça au fil de différentes conversations. Donc, Caton, évidemment, tu restes avec nous tout au fil de Par la bande. Et pour le moment, ce qu'on pourrait faire, c'est de s'inspirer un peu côté lecture. Alors, je vais céder la parole à Édouard Tremblay de la librairie Pantoute pour nous faire quelques suggestions en lien avec l'enquête et le polar. Bonjour à vous, chers amis lecteurs. Édouard Tremblay de la librairie Pantoute, alias Pépère le libraire, avec vous pour les prochaines minutes, afin de vous présenter quelques séries de bandes dessinées dans le domaine du policier. Un domaine florissant, il va sans dire, où on trouve une abondance de titres absolument extraordinaires. Je vous ferai grâce, justement, parce que les minutes tournent, de ces belles séries classiques qui jouissent de toute façon d'un renom déjà bien mérité. Sachez néanmoins que vous tous et vous toutes, lecteurs de 13, lecteurs de Largo Winch, lecteur de Soda, lecteur de Canardo, de Nestor Burma et autres ricochets, eh bien, je vous salue. Ceci dit, si vous le permettez, nous entrerons déjà dans le vif du sujet avec une série que j'aime beaucoup, qui s'est terminée tout récemment par Hall et Rogier, publiée chez Dargo. Je veux parler de Jazz Maynard. Magnifique série, dans cette ambiance feutrée, bien sûr, des cabarets, sous ces airs de saxophone et de trompette. Jazz Maynard, donc, qui est musicien de jour, mais qui cache
quelques talents un peu plus particuliers, un peu plus subtils, qui lui serviront dans le domaine de l'espionnage, dans le domaine du cambriolage. Je n'en dis pas plus, je vous laisse explorer le tout. Un petit peu plus courte, en fait, complète en elle-même en 3 volumes, encore qu'il y en a qui vont explorer un peu, qui vont déborder un peu. La série Ken Games de Robledo et Toledano, qui va tabler sur un paquet de beaux chassés-croisés, un paquet de beaux clins d'œil, de symbolisme, ce qui donne en fait justement une série qu'on va aimer à lire et à relire, parce qu'à chaque fois, on va y découvrir un petit plus, un petit secret en fait caché qu'on avait manqué la première fois, et donc dans laquelle on va se plonger justement avec beaucoup de plaisir. Pour les grands fans, en fait, dont je suis de cette école argentine qui cartonne depuis des années, qui nous a donné des maîtres absolument extraordinaires. Je pense entre autres à Eduardo Risso, bien sûr, à Munoz. Il y en a tellement, une multiplicité. Alberto Breccia également. Eh bien, nous est arrivé l'an passé un beau petit titre, justement, qui va faire écho à ces grands maîtres-là. Donc, Far South, règlement de compte chez les Gauchos, signé de Santullo et Fernandez chez Glénat. Extraordinairement illustré, avec justement, comme je disais, ce souffle qui nous fait aimer tout ce qui a été produit justement en Amérique du Sud. Et si vous ne connaissez pas justement la BD sud-américaine, eh bien, c'est une bonne occasion de vous y mettre parce qu'il y a beaucoup de beaux trucs à aller explorer de ce côté-là. Pour ceux qui ont le cœur bien attaché, et je tiens à le préciser parce que c'est quand même quelque chose d'assez sinistre, d'assez dur, par moment, pour ne pas dire trash, si vous me passez le terme latin, la série RIP, Requiescat in Pace de Goetz et Monnier, qui est publié chez Petit à Petit. Déjà 3 BD de sortie, la série n'est pas complète, mais très prometteuse à mon avis et qui va vous offrir à certains moments assez extraordinaires, comme je disais, si vous avez le cœur à ça. Et je termine, puisque les minutes tournent rapidement, avec deux séries qui, à mon avis, sont en passe de devenir des classiques modernes de la BD. S'ils ne le sont pas déjà de la BD même en général, au-delà du policier. D'abord, le fruit de cette rencontre extraordinaire entre Bruno et Fabien Nury, la série Tire Cross, magnifiquement, superbement scénarisé. Chaque case est un chef-d'œuvre en elle-même, magnifiquement, bien sûr, scénarisé aussi au point de vue de l'histoire que Nury nous y développe. Pour tous les fans de ces polars, de ces beaux romans, de ces beaux films noirs de la première moitié du 20e siècle, vous ne pouvez pas passer à côté de Tyler Cross, vous allez être littéralement renversé. Et je termine avec le petit dernier, mais je vous l'assure, non le moindre, la série Black Sad de Guarnido et Diaz-Canales, publié chez Dargaud. Un petit chef-d'œuvre de génie, de maestria, aussi bien dans son dessin que dans ses histoires. Je ne vous en révèle pas davantage parce que je vous dis, même si vous n'êtes pas fan de policiers, même si vous n'êtes pas fan de BD, découvrez Black Sad. C'est un éblouissement constant d'une splendeur et d'un génie qui vont vous laisser sur le dos. Eh bien voilà, c'était les quelques suggestions de votre ami Pépère le libraire, Édouard Tremblay de la librairie Pantoute, qui vous souhaite une bonne lecture et une bonne journée et qui espère vous revoir bientôt, chers amis lecteurs. Alors, toujours à part la bande, maintenant, on plonge dans une discussion à 3 avec Caton, mais également avec Michel Viault, qui est scénariste sur différents ouvrages, qu'on pense à l'affaire Delorme, qu'on pense à Blas, le chat sur un toit brûlant, qu'on pense à la série McGuffin et Alan Smithy. Michel Viault, bonjour. Bonjour. Et justement, tous ces univers-là que j'ai mentionnés, là, visiblement, dans tes récits, dans ton travail, tu t'intéresses aux récits d'enquête, aux polars criminels, qu'ils soient historiques, qu'ils soient fantastiques, là. Oui, exactement. Oui, j'ai toujours aimé ça. J'aime les films policiers, j'aime les romans policiers. Alors, quand il est venu le temps de faire des scénarios, c'est naturellement vers ça que je me suis tourné. Mm-hmm. Et qu'est-ce qui fait peut-être pour toi l'attrait de ce genre-là? Est-ce que justement c'est beaucoup, parce qu'on en parlait tout à l'heure avec Caton, l'impact de la culture, la télé, les référents, les films qui ont beaucoup, disons, influencé ce que tu avais envie de partager par la suite, ce que tu avais envie de reproduire ou d'explorer? En fait, écoute, je m'intéresse beaucoup à l'histoire. Fait que les bandes dessinées que j'ai faites actuellement, pour le moment, toutes celles sur lesquelles j'ai travaillé, touchaient d'une façon ou d'une autre à l'histoire.
La première que j'ai faite, ça a été Mission Expo 67 de McGuffin et Alan Smithy, et c'était le lieu qui m'intéressait dans ce cas-là. C'était donc l'Expo, le Terre des Hommes, dans l'exposition universelle de 1967. Et de situer une histoire qui se déroulait dans ces années-là, ben, c'était naturellement, pour moi, c'était naturel de penser à des espions. Donc, de faire une espèce d'enquête dans ce lieu mythique-là, qui était l'Expo. Donc, les espions, dans les années 60, étaient des personnages qui étaient récurrents, qui revenaient un peu partout. Hein. C'était la grosse période des James Bond, Flint, Matt Helm. À la télévision, il y avait Chapeau melon et bottes de cuir, des agents très spéciaux, Mission Impossible, Ça prend un voleur, tout ça. Donc, c'était normal là, de faire des espions. Et j'aime aussi le côté mécanique des enquêtes, des enquêtes policières. Fait que, donc, c'est pour ça que les premières BD que j'ai faites, ça a été des récits d'espionnage. Puis ensuite, comme je m'intéressais toujours à l'histoire, ben, je m'intéressais aux grandes causes criminelles qui sont arrivées au Québec. Donc, pour moi, la plus célèbre, c'est l'affaire de l'Orme. Ça a été donc la première proposition que j'ai faite à Glénat. Puis ensuite, c'était Richard Blass. Donc, c'est tout le temps par le biais de l'histoire, mais aussi par le biais de récits là, d'enquête policiers. Et puisque tu mentionnes un peu la mécanique, j'ai envie de vous poser la question aux deux. Justement, est-ce que c'est cette mécanique-là qui est bien établie, on en a parlé un petit peu tantôt, est-ce que ça facilite justement le développement ou le travail scénaristique ou au contraire, parce que justement la mécanique est bien établie, ça fait beaucoup de contraintes auxquelles penser, donc ça devient plus facile de trébucher sur ces contraintes-là ou au contraire de se les approprier puis d'explorer de manière plus facile, à la limite plus aisée, parce qu'il y a tellement un cadre qui est défini dans le fond? Oui, merci. Pour moi, j'ai l'impression que c'est ça ajoute des contraintes, mais que ça me facilite vraiment la tâche parce que j'ai l'impression que sans ce genre de contraintes-là, je vis beaucoup de genre de syndrome de la page blanche parce que j'arrive devant, c'est ça, j'ai le goût de raconter des histoires puis dessiner, mais c'est comme si partir de rien, c'est comme pas possible. Fait que pour moi, c'est comme si ça mettait comme une genre de structure en place que je trouve déjà tellement intéressante puis stimulante. Fait que ça met comme déjà des morceaux de casse-tête un petit peu, puis après ça, on peut remplir les trous avec tellement de sortes d'affaires que ça peut se renouveler, même si ça a l'air juste d'un genre de carcan, là. Oui, exactement, oui. Parce que, tu vois, moi, quand j'écris un scénario, mettons, je sais où je m'en vais. Je connais pas toutes les péripéties, puis je vais écrire, mettons, les 20 premières pages sur une histoire là, de 62 pages. Là. Je vais écrire, mettons, les 20-30 premières pages, et ensuite, je vais écrire la fin. Et ensuite, pour être sûr d'avoir assez d'espace pour bien raconter la fin de mon histoire, que toutes les choses se dénouent à la fin, et pour éviter de tout condenser en 2 pages avec juste des têtes qui parlent, là. J'écris ma fin et ensuite, quitte à couper une péripétie là, qui arrive vers le 3/4, là, mais je vais être sûr d'avoir une fin qui se tienne bien. Et donc, ça, c'est une contrainte finalement du récit policier où tu dois expliquer, tu dois montrer la solution de l'enquête, les résultats de l'enquête. Donc, c'est pour ça que j'écris toujours la fin avant d'avoir terminé, avant d'être rendu là, dans le fond. Quand je suis rendu à peu près au milieu, là, je vais écrire ma fin pour être sûr d'avoir le nombre de pages suffisant, d'avoir l'espace nécessaire pour bien l'expliquer. Puis j'imagine qu'on est un peu dans une dynamique aussi en développement de récit. Donc, une fois qu'on détermine un peu l'espace qu'on a eu besoin pour l'intro, pour l'extro, faut aussi donner des faux indices. Faut pas que ça soit trop linéaire pour le lecteur. Donc, il y a un peu ce défi-là quand on gère l'espace ou quand on gère les épisodes. Il faut ouvrir des portes, il faut lancer des hameçons, des fausses alertes. Donc, j'imagine que ça devient un bon défi aussi d'équilibrer le récit en tenant compte de cet aspect-là. Oui, puis aussi d'inclure des éléments qui ont l'air de rien, mais qui vont s'avérer importants à la fin pour la résolution de l'histoire. Donc, c'est ça. En ayant ma fin décrite, moi, je reviens en arrière, puis je rajoute des choses par-ci, par-là, des indices, pour le lecteur attentif, qui pourra voir, OK, ou un coup que le lecteur a finalement lu la résolution, il peut revenir en arrière puis voir que les choses étaient indiquées là. Mais c'est ça. C'est très amusant à faire. Moi, des fois, j'essaie de rajouter des éléments aussi parce que j'ai l'impression que, par exemple, si on regarde un film policier, on se fait comme imposer un rythme pour l'écoute. Là. On est obligé de le regarder en, mettons, 2h30. Puis c'est ça, c'est passif. Puis on a le temps comme
je sais pas, d'oublier certains éléments parce que c'est tellement long. Mais des fois, la bande dessinée, je sais pas, des gens, des fois, viennent me voir en disant comme « Ah, c'est tellement bon ton livre, je l'ai lu en 15 minutes! » Puis là, je suis comme « Oh non! » Parce que comme, j'ai l'impression des fois que je mets des affaires en place puis que là, ça finit par se lire tellement vite que, tu sais, j'aimerais ça des fois que les gens aient le temps d'oublier certains éléments. Fait que pour moi, c'est ça aussi de rajouter comme, par exemple, dans Les Ananas de la colère, il y a des genres de pages qui font office un peu de chapitres, comme si c'était des fiches un peu policières sur lesquelles il y a, par exemple, il y a des fiches sur presque tous les personnages avec des informations vraiment pas importantes. Par exemple, le nom du personnage, une genre de petits dessins comme si c'était une photo, puis des informations comme... je sais pas, c'est ça, l'arbre généalogique de la personne ou comme qu'est-ce qu'elle a dans son frigo, ce genre d'affaires-là, ou comme des fiches vraiment sur les lieux, tu sais, comme si quelqu'un avait mené l'enquête, puis là, mettons, ils vont au Kiorama de Trois-Rivières, puis là, ça dit c'est quoi les toutous qu'il y a dans la machine à toutous, ce genre d'affaires-là, fait que ça prend plus de temps à lire. C'est ça, tu ralentis le rythme de lecture. C'est ça, il y a beaucoup de textes, ça rajoute des jokes, puis en même temps, comme la personne elle a le temps d'oublier qu'est-ce qui vient de se passer, puis il va y avoir plus d'éléments de surprise plus tard. Oui, c'est ça. Moi, j'y vais en rajoutant le plus de péripéties possible qui n'ont pas rapport finalement avec l'enquête, mais qui va faire que le lecteur va oublier des choses qu'il vient de lire là, parce qu'il est distrait par plein de péripéties. Mm-hmm. Fait que c'est un peu le même principe, c'est donc de ralentir, de jouer avec l'attention du lecteur pour qu'il oublie des éléments qui sont importants, qui sont là. C'est que nous, on sait c'est quoi la solution, fait qu'on va disséminer à travers le récit des indices, mais on s'arrange pour les cacher en même temps. Oui, puis j'ai l'impression que ça devient un moteur aussi pour l'ambiance, parce que quand on parle de polar, de récit d'enquête, il y a une part aussi qui est ambiante, dans le fond, au-delà de l'aspect logique du récit, donc de se plonger un peu dans un univers. Il y a toujours, on est dans des trucs criminels, donc il y a toujours une petite dynamique de risque, de crainte, un petit thrill, si on peut dire, qui est présent, qu'on soit dans le pastiche, dans l'historique, dans le fantaisiste. J'ai l'impression que ça s'applique un peu à tout ça. Mm-hmm. Oui, absolument. Puis je pense que c'est important pour moi aussi de rajouter ces éléments-là parce que j'étais tellement prise dans ma démarche de faire une enquête policière qui se tenait que des fois, j'oubliais que en fait, c'est ça, j'étais dans le pastiche puis que c'était pas si important que ça pour moi que ça soit tellement une grosse surprise à la fin, mettons que la personne n'ait pas, tu sais, que le lecteur n'ait pas deviné c'était qui le méchant ou nanana. Tu sais, qu'il y avait comme tellement d'autres éléments à ma bande dessinée, tu sais, que je voulais rajouter que, en fait, l'élément important, c'était pas que ça soit comme l'enquête du siècle, tu sais, que en fait, peut-être qu'est-ce qui était important, puis le plus fun à lire, c'était les autres éléments plus que comme l'intrigue en tant que telle. Puis à la limite, Michel, j'ai l'impression que ce que dit Caton pourrait rebondir chez toi avec tout le contexte historique quand on pense à l'affaire de l'Orme, les unes, les textes, la mise en contexte, tout le travail de recherche historique que tu fais pour aller chercher une véracité, vient tisser un peu, puis vient bonifier un peu le côté polar, où c'est pas que l'enquête, mais il y a aussi cet élément-là. Oui, mais c'est ça. Dans le cas de l'affaire de l'Orme, les faits sont véridiques. J'invente parfois des conversations, mais les faits sont les faits et je ne joue pas avec. Je suis limité, là. Je ne peux pas me laisser aller. Alors, c'est sûr qu'il y a toute la recherche qui vient bonifier tout ça, mais les faits sont connus. On sait c'est qui le coupable avant même que ça commence. Dans le cas de Blas, on savait que Blas est un bandit. Il n'y a pas de suspense à ce moment-là de savoir c'est qui le coupable. On le sait parce que c'est des faits historiques, on les sait. Alors, donc, l'intérêt vient de l'enveloppage alentour. Et à la limite, est-ce que c'est un peu comme ça que vous réussissez parce qu'on parlait d'un carcan qui est quand même assez solide, assez fort. Donc, c'est un peu par cet enrobage-là qu'on s'approprie les carcans, qu'on les amène ailleurs, dans le fond, ou qu'on s'exprime peut-être un peu plus à travers le carcan du polar? Oui, c'est ça. Vous pouvez y aller, Michel. Oui, moi, tu vois, avec la série MacGuffin, Alan Smithy, c'est plus une parodie, si tu veux, des films, des romans d'espionnage. Donc, c'est sûr qu'il y a tout le temps des poursuites, il y a des scènes d'action, mais j'essaie de parodier. Donc, s'il y a une poursuite, dans le tome 3 de MacGuffin, ça se passe à San Francisco. J'ai parodié la célèbre poursuite de Bullitt dans les rues de San Francisco, mais au lieu de ça, le personnage est empâté en roulette avec un panier d'épicerie. Donc, je prends des éléments qui sont
typiques du genre, que ce soit policier ou espionnage, tout ça, et j'essaie de les parodier, d'en faire quelque chose de différent qui va fitter avec l'histoire que je vais raconter. Et votre élément incontournable, dans le fond, préféré, ou les éléments qui vous inspirent le plus dans le polar, là, que vous dites, quand vous arrivez à raconter ce type d'épisode-là ou ce type de rebondissement-là, c'est quoi qui... On parlait tantôt, par exemple, de la personne qui révèle son identité, donc des archétypes un peu du polar comme ça, lesquels vous inspirent peut-être le plus? C'est dur de choisir. Il y en a tellement. Je pense que ça dépend vraiment. C'est qu'il y en a qui m'inspirent beaucoup, par exemple, des choses qui existent déjà, là, comme Colombo. On dirait que c'est comme la parfaite personnalité. On dirait qu'il y a tout un aura autour de lui qui a été tellement bien construit. Puis c'est des running gags qu'on finit par tellement adorer. Mais après ça, c'est pas quelque chose qu'on peut reproduire nécessairement. Puis c'est pas non plus... C'est ça. Ça, c'est l'avantage d'une série. D'une série, tu peux justement avoir des running gags, tu peux développer tes personnages avec le temps. D'un album à l'autre, le lecteur va retrouver les personnages, tu vas les remettre dans certaines situations qui se ressemblent. Tu as des running gags qui viennent parce que tu as plusieurs épisodes, si tu veux. Mais moi, ce que j'aime dans le policier, c'est le jeu avec le lecteur. C'est que tu t'amuses avec lui. Tu lui donnes de fausses pistes, tu lui donnes des indices, tu t'arranges pour qu'il ne les voit pas. C'est de le surprendre finalement à la fin et d'avoir joué avec lui tout au long. Et moi, en tant que lecteur, j'aime ça aussi que m'être fait avoir par l'auteur là, quand je dis de quoi. Si je lis un roman policier puis après 20 pages, j'ai deviné c'est qui le coupable, disons que je m'ennuie jusqu'à la fin. Ou je le lis à ce moment-là en essayant de voir comment l'auteur amène ses indices pour que pour justifier sa fin. Mais moi, en l'ayant deviné, ça m'est arrivé. Je lis un roman policier, genre souvent, tu te dis, ça doit être la personne qui a l'air le moins coupable qui est le coupable. Là, tu prends cette personne-là, tu regardes ce qu'elle fait, tu dis, ah oui, c'est ça, c'est elle. Puis effectivement, c'est un jeu. C'est un jeu entre le lecteur et l'auteur. Et c'est ça qui est amusant. Oui, puis c'est le défi aussi, j'ai l'impression, parce qu'il faut que le jeu soit bien fait, parce que si à la deuxième lecture, si vous me surprenez avec votre coupable, mais qu'à la deuxième lecture, il n'y a pas d'indice ou j'ai pas de façon exacte, là, vous me perdez pour le prochain livre, au bout du compte. C'est ça. Je pense que j'ai l'impression de jouer à un jeu, moi aussi, en faisant ce genre de récit-là, mais un peu un jeu avec... des références dans le sens qu'il y a tellement, c'est ça, cet élément-là d'anticipation dans de la littérature de genre, qu'il y a certains éléments qu'on veut tellement retrouver parce qu'on les aime beaucoup, que, en fait, je viens de me rappeler que pour les enquêtes de Scooby-Doo, ma feuille de notes, c'était exclusivement une liste de lieux, comme un ranch inquiétant, une maison abandonnée, une mine, comme ce genre de, des lieux vraiment que on sait pas on sait pas qu'on connaît, mais en fait, on les connaît toutes. Puis comme des situations comme, je sais pas. C'est des classiques. Oui, c'est ça, vraiment classique. Il essaie d'appeler, mais le téléphone est déconnecté. Une tempête électrique, comme ce genre d'affaires-là. Ou, un tunnel de l'amour dans un parc d'attractions, ce genre d'affaires-là. J'avais une page remplie de tout ça, puis après ça, j'avais l'impression que je pouvais juste m'amuser à piger des éléments, puis les mettre ensemble. Puis après ça, j'ai l'impression que le jeu avec le lecteur, c'est justement de me dire, ils vont reconnaître ces éléments-là, ils vont penser qu'il va arriver comme telle chose précise, mais je vais comme prendre le chemin d'à côté. Donc, de jouer avec la référence, avec l'historique, avec la culture que vous avez, on imagine aussi que le lecteur est là, en terminant, dans le fond, justement, cette influence-là populaire, dans le fond, du polar, de l'enquête. Les Colombo, je veux dire, c'est une figure universelle. Tout le monde en a vu au moins un à un moment donné. Donc, on joue aussi avec des codes qui sont maîtrisés par tout le monde. Oui, puis je suis assez... c'est ça, j'ai l'impression que c'est une drôle de recherche à faire parce que ça demande beaucoup de réflexion. J'ai l'impression que c'est de la réflexion de se rappeler qu'est-ce qu'on sait déjà, dans le fond, là, comme, je sais pas, justement, je regardais des Colombo, j'allais voir des images de Scooby-Doo juste pour comme me remémorer c'était quoi ces éléments-là que je connaissais déjà. Mais j'ai beaucoup d'admiration pour, c'est ça, les gens qui font vraiment des recherches historiques comme ça pour faire des bandes dessinées parce que c'est tellement pas le genre de recherche que j'ai à faire pour mon travail. C'est un autre genre. C'est un autre genre. C'est ça. Oui.
Michel Viault, merci beaucoup pour le passage à Par la bande. Ça me fait plaisir. Et Caton, de ton côté, ce que je te proposerais, c'est de se diriger vers la table à dessin pour exécuter donc un dessin en direct sous la pièce Sortir dehors d'Ariane Roy, tirée de son album Avalanche. Parfait. Alors, merci beaucoup à Ariane Roy pour sa chanson Sortir dehors, tirée de son album Avalanche. Et on parle du polar, et allons voir un peu vers le polar, vers l'enquête, mais par le spectre jeunesse, parce que d'un côté, Caton, avec ta série Mimose et Sam, eh bien, tu donnes justement dans la bande dessinée jeunesse et dans l'enquête pour les 4-6 ans et plus et moins, selon les lecteurs. Et notre invitée, Sandra Dumais, donne aussi dans le polar jeunesse avec sa série de Crime à la ferme. Sandra Dumais, bonjour. Allô, merci. Alors justement, en fait, peut-être, qu'est-ce qui t'avait amené, toi, vers ce type de récit-là, donc l'enquête, le polar, mais dans la perspective, dans le fond, d'une littérature d'un public un peu plus jeune?
Mais pour moi, c'est vraiment l'idée de... J'ai toujours aimé les inspecteurs qui sont pas bons. Donc, ça marche mieux pour les livres de jeunesse, je trouve, parce que si on peut pas résoudre l'enquête pour un roman pour des adultes, c'est vraiment frustrant. Mais avec les enfants, j'aime un inspecteur qui est vraiment maladroit, qui a peur de tout, qui perd ses notes, puis qui est pas bon. Donc, j'aime rire, mais je sais que je suis pas assez bonne pour écrire un roman, enquête qui est vraiment compliqué, puis le résoudre aussi. C'est trop difficile. Alors, des petites enquêtes très simples. Oui, parce que c'est à la limite peut-être un peu ça le défi. Puis quand on regarde un peu l'enquête jeunesse, puis tu le vis aussi, Caton, avec Mimose et Sam, faut simplifier le récit. Il ne faut pas avoir une enquête qui est trop complexe. Donc, il faut avoir quelque chose d'assez linéaire, mais en même temps, il faut avoir aussi quelque chose qui a quand même une certaine complexité aussi pour pas que ça soit trop facile, même si on s'adresse à un public qui doit l'avoir un peu plus facile que le public adulte. Comment on joue un peu avec ces lignes-là, justement? Veux-tu répondre, Caton? Oui. Dans le fond, moi, je pense que la manière que j'avais construit, surtout le premier Mimose et Sam, je le voyais un peu peut-être comme une introduction aux différents éléments, tu sais, qui se retrouvent dans des séries policières, par exemple, comme là, c'était vraiment en termes de, justement, c'est ça, des petits enquêteurs. Donc, c'est ça, des éléments vraiment simples comme s'il y a un problème, on commence par demander des détails sur qu'est-ce qui s'est passé. Ensuite, comme des éléments comme aller interviewer, tu sais, passer en entrevue dans le cas de Mimose et Sam, des insectes, des animaux qui vivent dans le jardin. Ce genre de petits éléments-là vraiment classiques qui vont venir faire fonctionner l'enquête. Puis au travers de ça, pour moi, ces livres-là, c'était beaucoup aussi comme... C'est ça, le lieu était vraiment important. Ça se passe dans un jardin. Les personnages sont tout petits. Puis c'était vraiment aussi un trip de dessin, puis de construire vraiment un univers où est-ce qu'il y allait avoir des petits détails à chercher. Comme, c'est ça, le lecteur, il devient aussi un petit peu un genre de petit chercheur à trouver comme les détails dans les dessins de c'est quoi des éléments cachés, puis tout ça. Là. Fait qu'il y avait comme ces deux affaires-là en même temps. Donc, c'est un peu comme ça qu'on trouve l'équilibre de ton côté. Est-ce que c'est quelque chose aussi similaire de ton côté, Sandra? Oui, exactement. On peut vraiment s'amuser avec les détails visuels que, évidemment, on ne ferait pas dans un roman. Alors, j'aime aussi avoir toujours comme une carte, une map qui cache tous les petits détails de l'histoire, où c'est à l'envers, il faut le tourner, ou... des jokes en arrière visuels qui sont pas vraiment pertinents, mais ça ajoute le fun pour les enfants. Puis pour les lecteurs aussi, les parents qui lisent avec. Oui, parce que nécessairement, ça devient des livres, de par leur fonction, c'est des livres qu'on lit, qu'on relit assez régulièrement, puis que l'enfant va aussi vouloir, j'imagine, feuilleter de son côté. Donc, quand on parle de détails, d'éléments colorés, ben, ça devient presque un peu nécessaire parce qu'il y a une relation qui va se tisser entre l'enfant et le livre aussi, puis qui va se tisser beaucoup par l'observation, par l'exploration, dans le fond. Oui, c'est ça. J'ai l'impression que les livres que je lisais quand j'étais enfant, c'était vraiment ça qui m'intéressait beaucoup, comme dans l'image, le fait de... J'étais vraiment une reliseuse, même encore aujourd'hui, je pense que je suis vraiment une reliseuse, de reprendre comme toujours les mêmes... Je pense que les enfants sont comme ça en général, là, mais comme... J'étais absolument obsédée par certains livres en particulier, ceux-là qui avaient les illustrations les plus riches dans lesquelles j'allais replonger, retrouver les petits éléments, puis essayer d'en trouver d'autres, ce genre de choses-là. Puis j'essaie de recréer ça un petit peu dans les livres que je fais, là. Et Sandra Dumais, de ton côté, en fait, ben, on parlait de jardin, d'insectes avec Caton, avec Mimose. Dans ton cas, c'est la ferme. J'imagine aussi qu'avec des personnages animaliers, on a des belles ressources pour créer, pour développer des personnalités qui vont pouvoir être facilement identifiables aussi, compréhensibles par le jeune public. Oui, c'est toujours facile pour les enfants à connecter avec les animaux. Puis je trouve ça... J'aime vraiment avoir... Ça c'est cool pour la littérature jeunesse. Si on utilise les animaux, c'est presque tous les animaux qui sont adorables. Le raton laveur peut avoir un côté un peu plus méchant des fois, mais où il mange plus de dégâts et un peu dégueulasse. Mais les enfants aiment tous les animaux. Donc, c'est un bon départ. Tu commences avec un cast, avec tout le monde a quelque chose d'adorable. Puis après ça, j'aime juste
Il y a quelques animaux qui marchent comme les humains, qui s'habillent. Puis il y a d'autres animaux qui marchent sur les quatre pattes, pas habillés. Puis il y a toujours des enfants qui vont remarquer ça puis demander la significance. Je dis non, c'est juste comme ça. Le chien est un vrai chien. Et on peut s'amuser avec d'autres, dans un autre sens avec les animaux. Oui, puis avec ton chien, entre autres, qui est un vrai chien, qui dort, qui est un peu inactif. Au bout du compte, ça devient aussi un peu un running gag à travers l'album. Donc, ça permet aussi de faire des références, puis de s'amuser un peu avec la relation qu'on va tisser au fil de la série aussi. Oui. C'est drôle aussi parce que je pensais à ça quand je faisais le premier Mimose et Sam, que j'ai l'impression que c'est ça, tous les animaux sont un peu, c'est ça, tous aimés, puis les enfants les adorent tous, mais dans le cas des insectes, j'ai un peu fait exprès pour mettre les insectes que moi, j'haïs le plus dans mes livres, pour les rendre un peu plus adorables, puis pour les accepter plus, puis en me disant que comme les enfants aussi allaient mieux les aimer comme ça. Mais à un moment donné, je suis allée à un salon du livre, puis c'est ça, le premier de la série, il y a un personnage de perce-oreille. Puis il y a une maman qui m'a dit qu'elle détestait tellement les perce-oreilles, puis son fils voulait toujours lire ce livre-là, qu'elle avait remplacé, comme maintenant il lisait même plus le livre, faisait juste se raconter l'histoire comme tout haut sans le livre, tellement il l'avait lu. Puis elle avait remplacé le perce-oreille par un personnage inventé qu'elle avait appelé Pat le mille-pattes. J'allais dire les 1000 pattes, c'est ça pour moi. Oui, c'est ça. C'est le pire chose sur la planète. Elle voulait tellement pas en entendre parler des perce-oreilles que, c'est ça, elle avait changé les personnages finalement. Fait que ça marche pas tout le temps, malheureusement. mais ça amène un point intéressant, parce que dans le fond, avec le polar jeunesse, le récit d'enquête, vous avez deux publics. Au bout du compte, vous avez l'enfant et son parent aussi, puis deux lecteurs, deux niveaux de lecture. Est-ce que c'est quelque chose avec lequel on jongle un peu quand on travaille là-dessus, ou au contraire, on choisit de mettre l'emphase sur le public jeunesse, sur l'enfant, qui est un peu le premier lecteur du livre? J'ai l'impression que je contrôle pas toujours cette chose-là de faire la différence entre jeunesse et adulte. J'ai l'impression que à chaque fois que je fais un livre, je pense que ça va être pour tel public, puis finalement, ce qu'on me dit après, c'est pas ça, ou c'est pas totalement ça, comme quand je fais, je sais pas, en faisant les enquêtes de Scooby-Doo, j'avais l'impression que c'était pour les adultes seulement, puis littéralement, j'ai reçu comme des dessins d'enfants de 5 ans qui dessinaient Scooby-Doo. Puis quand je dessine des livres jeunesse, finalement, les parents me disent ou juste les adultes me disent qu'ils achètent des fois. Fait que je sais plus c'est quoi la différence, finalement. Sandra? Moi, je garde en tête toujours parce que j'aime beaucoup lire aux enfants. Puis il y a un côté toujours pour le lecteur. Donc, je fais des certaines affaires pour eux. Puis je sais que certaines jokes vont être pour les petits. Mais souvent, moi, je trouve toutes les jokes drôles. J'ai adoré, j'ai lu les Scooby-Doo avant de notre entrevue, puis je riais tellement fort. C'est mon genre d'humeur. Merci. Et justement, peut-être en terminant, qu'est-ce qui fait justement l'apport, ou pour vous, parce que vous fonctionnez là avec du polar, avec de l'enquête, mais humoristique, voire absurde aussi. Qu'est-ce qui fait peut-être l'attrait de ce métissage-là, peut-être dans le fond de ton côté, Sandra? Qui fait l'apport du métissage avec l'absurde, avec l'humour à l'intérieur des récits d'enquête, là. Mais moi, mon but quand j'écris Crime à la ferme, je veux faire rire les enfants. J'adore ça. Ça, c'est mon goal numéro 1. Je veux que les enfants rient beaucoup. Donc, je me demande, qu'est-ce que je pourrais ajouter? Puis je le pousse aussi loin que je peux pour eux. Et on peut découvrir évidemment le résultat, on l'a dit, dans Crime à la ferme. Il y a déjà 2 tomes d'ailleurs qui sont disponibles. Sandra Dumais, merci beaucoup. Merci beaucoup. Et Caton, dans le fond, en terminant cet épisode de Par la bande, c'est un peu passage obligé. On vous invite à nous proposer des idées de lecture en lien avec la thématique. Donc, quand on parle d'enquête, de polar, qu'est-ce que ça t'amène à nous recommander? Il y a 2 livres en particulier de la même autrice que j'aime vraiment lire et relire. C'est les 2 livres de Anouk Ricard, une autrice, je suis pas mal sûre qu'elle est française, qui s'appelle Commissaire Toumi et Coucou Bouzon. Particulièrement Coucou Bouzon, c'est ça, c'est 2 récits policiers, mais vraiment totalement décalés. Puis Anouk Ricard, elle a comme un style de dessin qui pourrait vraiment facilement faire jeunesse. Mais finalement, ces livres, je dirais pas que c'est vraiment adulte, mais c'est surtout pour adultes, je pense. Puis Coucou Bouzon, c'est ça, c'est une enquête. Il se passe il y a une disparition dans une entreprise
de fabrication de coucous, dans laquelle, c'est ça, il y a vraiment des personnages qui sont tellement drôles. Le patron à cette entreprise-là, il est absolument hors de contrôle, il est comme vraiment dysfonctionnel, puis il n'y a vraiment pas rapport. Fait qu'il y a une genre de vibe un peu comme c'est pas vraiment comme The Office, mais tu sais, ce genre d'affaires-là qui se passe comme dans un bureau, puis des blagues de bureau qu'on apprécie tous, avec une genre d'enquête vraiment pas rapport par-dessus ça, puis comme c'est vraiment comme rempli de blagues vraiment absurdes. Finalement, c'est ça, l'enquête apprend presque une place un peu secondaire dans tout ça, puis c'est ça, c'est vraiment le genre de livre que j'adore lire, là. Et nécessairement, est-ce que tu as le réflexe justement de faire en polar les livres que tu aimerais lire dans le fond, dans le registre du polar aussi ou de l'enquête? J'imagine que c'est ça. J'ai l'impression de pas toujours contrôler, comme me dire « Ah, j'aime ce livre-là, je vais en faire un comme qui va ressembler à ça », mais je pense que ça participe vraiment à comme, c'est ça, le genre de choses que je sais qui peut se faire, là. Et on a parlé un peu, d'ailleurs, entre le polar jeunesse, le polar plus adulte, tout public, en fait, disons-le plutôt comme ça. Est-ce qu'il y a quand même une approche ou une méthode, un travail qui change, qui se transforme de ton côté quand tu passes d'un style à l'autre, d'un public à l'autre, d'un univers à l'autre? Je pense que j'ai quand même plus une facilité ou un plaisir à faire des choses que je me dis qui vont être pour adultes parce que j'ai juste pas à gérer cette question-là. Je pense que finalement, si je faisais un livre qui était, par exemple, Les Ananas de la colère, finalement, c'est un livre vraiment tout public, je pense. C'est comme... Puis je faisais juste pas penser du tout au public. Quand je l'ai fait, dans ma tête, ça allait être adulte, mais ça fait juste que j'ai pas vraiment de limite. Puis je pense juste à comme mon plaisir de faire ce livre-là, puis vraiment qu'est-ce qui m'intéresse. Puis quand c'est jeunesse, je pense que j'ai vraiment plus en tête comme... Tu sais, il y a vraiment beaucoup d'éléments comme la quantité de texte à mettre, tu sais quoi, le vocabulaire. Après ça, il y a un nombre de pages vraiment précis, alors que, tu sais, pour les livres pour adultes, j'arrive à un nombre de pages à la fin, puis c'est ça. Fait que je pense que c'est ça. Ça me laisse plus de liberté quand même. Puis, mais c'est ça. C'est vraiment deux choses différentes pour moi, dans le sens que je pense que des fois, faire un livre jeunesse, ça me permet de un peu me reposer c'est ça, de la grosse création, comme de sortir vraiment comme, tu sais, parler de tout, qu'est-ce qui m'intéresse, puis vraiment comme, c'est ça, c'est demandant, là. Fait que livre jeunesse, je pense que d'alterner, c'est quand même sain pour moi, là. Et ironiquement, il y a peut-être plus de recherche d'un point de vue naturalisme, oui. si on peut dire, ou écologie avec le livre jeunesse. Oui, mais c'est presque relaxant, ça aussi, faire des recherches vraiment basiques sur c'est quoi les insectes au Canada. Je trouve que c'est bon pour moi à faire ça. Alors, plusieurs visages donc de l'enquête et du polar chez Caton. Je rappelle les titres dont on a parlé. En fait, les enquêtes de Scooby-Doo, ton plus récent, Mimose et Sam, ton autre plus récent. Et si on va un peu plus loin, il y a à peu près 1 an ou 2, Les Ananas de la colère. Caton, merci d'avoir passé cette émission avec nous. Merci beaucoup. Et merci aussi à vous, évidemment, de vous être rejoints à cet épisode de Par la bande. Alors, je m'appelle Raymond Poirier, c'est un plaisir d'être avec vous ici à la Maison de la littérature dans le cadre du 34e Festival Québec BD. Et on vous invite à nous rejoindre la semaine prochaine pour un autre épisode de Par la bande où il sera question d'adolescence et de maturité. Alors, passez une bonne semaine.